Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous restons dans la thématique immobilière. On va se poser la question de l'acte d'achat. On va regarder les coûts juste avant l'acte d'achat, mais surtout les coûts qui vous concernent une fois que vous avez acquis un bien immobilier, que ce soit pour y vivre ou pour le mettre en location. Pour en parler, on va en parler avec Mathieu Mancuso, fondateur d'Egeo. Bonjour Mathieu Mancuso. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir de recevoir Sandrine Genet, présidente de Carat Capital. Bonjour Sandrine Genet. Bonjour Nicolas. On dit Carat ou Carat ? On dit Carat. On dit Carat Capital. Alors, on va évoquer ensemble les coûts de l'habitation. On va parler de taxes, on va parler d'assurance, on va parler de coûts de manière générale ou de charges. Juste avant, on va faire un focus avec vous, Sandrine, sur les coûts avant achat. Avant même d'acheter son bien, il y a déjà des coûts. On va souscrire un crédit, on va regarder les différentes assurances, on va se renseigner. Là, c'est un certain nombre de coûts qu'il faut prendre en compte. Je vous propose de commencer par celui qui est le plus d'actualité. Il y a un certain nombre de discussions aujourd'hui sur l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, il y avait déjà différentes lois, différents dispositifs qui permettaient d'en changer en cours de crédit, que ce soit durant la première année ou à chaque année anniversaire. Là, certains députés à l'Assemblée nationale, et notamment une députée de La République En Marche, s'est posé la question de faire en sorte qu'on puisse en changer tout le temps. On pensait que ce serait fait, finalement c'est passé au Sénat, et là on revient un petit peu en arrière sur le sujet, et on ne sait plus trop si cette mesure qui semblait évidente va finalement voir le jour. Alors, vous avez déjà bien introduit le sujet. L'assurance emprunteur, c'est un vieux serpent de mer, en fait. Il faut savoir aujourd'hui qu'environ, je crois que c'est 9 emprunteurs sur 10 passent par l'assurance emprunteur de la banque. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout un marché qui est vraiment ouvert à la concurrence aujourd'hui, en tout cas pas de façon très libérale. Et effectivement, depuis 2010, 2014, 2017, c'est les années qui ont un peu marqué ce marché. On a essayé de libéraliser en permettant aux emprunteurs soit de souscrire une assurance déléguée dès le départ, soit de changer la première année, puis à date anniversaire du contrat. Et là, le projet que portait Patricia Lemoine, c'était un projet de permettre aux emprunteurs de pouvoir changer d'assurance pendant la durée du contrat. D'accord. Et d'avoir vraiment une souplesse dans le changement. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre que les taux d'assurance, les taux d'emprunt, ont baissé régulièrement au fur et à mesure des années, et que donc la part qui est représentée par l'assurance emprunteur, elle est de plus en plus importante. D'accord. C'est donc un coût que les Français regardent peu, mais en fait qui prend une place vraiment majeure dans les remboursements. Voilà. Effectivement, dans les propositions qui ont été faites par cette députée, il y a un certain nombre de choses qui ont été retoquées par le Sénat, mais dans sa commission des affaires économiques. Ça passe cette semaine en séance publique. Bien sûr, le 26, donc, oui. Voilà. Donc, pour le moment, il faut attendre de voir quand même ce qui va être dit. Ce qui a été revu principalement, en fait, ce vers quoi le Sénat proposerait de revenir, c'est vers l'amendement Bourquin, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer à des dates anniversaires, avec des dates qui seraient potentiellement différentes et fixées par avance. Et surtout, ce qu'il propose, c'est d'améliorer l'information des épargnants pour leur dire « vous pouvez changer votre assurance ». Sauf que dans la réalité, c'est des choses qui sont déjà plus ou moins faites et on voit bien que ça n'a pas un effet vraiment majeur. Oui, alors il y a effectivement la différence entre la théorie et la pratique. Voilà. Je vous informe en théorie, mais en pratique, vous êtes informé, mais ça ne change pas. Enfin, entre guillemets, ça ne change pas grand-chose sur le fait que vous changiez ou non d'assurance emprunteur. Ça reste une démarche compliquée. C'est quand même une démarche qui est compliquée. Il faut faire des analyses médicales, il faut s'assurer qu'on puisse être assuré. Alors, il y a aussi des cas où l'assurance groupe, c'est-à-dire l'assurance de la banque, peut être plus avantageuse. D'accord. Ce que regarde en fait l'assurance, c'est ce qui fait le tarif, c'est votre âge, est-ce que vous fumez, est-ce que vous ne fumez pas, est-ce que vous êtes en bonne santé, éventuellement est-ce que vous avez une activité professionnelle risquée. Donc il y a quand même un calcul à faire, mais dans certains cas, passer par une délégation est plus avantageuse. J'ai regardé, moi, les taux qu'on peut trouver pour quelqu'un d'assez jeune qui va avoir 30 ans aujourd'hui, on peut avoir des taux à moins de 0,10 en assurance en délégation. D'accord. Et on va potentiellement être à 0,40 en banque, voire plus que 0,40. Donc ça fait une vraie différence, il y a un vrai enjeu économique et j'espère que le Sénat tranchera dans la bonne direction. Ou l'Assemblée nationale, effectivement, la bonne direction, c'est de laisser plus de liberté du coup aux épargnants dans le choix de leur assurance emprunteur. Exactement, et de leur laisser au fur et à mesure de la vie du contrat, ce qui semble quand même assez légitime dans un marché libre et ouvert. Merci beaucoup. Donc Sandrine Genet sur cette partie assurance emprunteur, ça c'était le point actualité. Ouais. Maintenant, on va regarder un petit peu de manière plus générale tous les coûts qui sont associés à l'habitation. Mathieu Mancuso, quand on achète un bien immobilier, on le rappelle souvent dans cette émission, on l'a rappelé
en première partie encore, c'est un des investissements préférés des Français. Quand on a un petit peu d'épargne, on se dit qu'on va l'investir dans quelque chose de concret et l'immobilier rassure déjà parce que c'est de la pierre, c'est des murs. Il faut se poser la question du coût. Alors on a vu avec Sandrine Genet que la première question qu'on se pose, c'est la question du crédit et qu'il faut regarder tout ce qu'il y a dans le crédit. Mais ensuite, quand on passe la porte, quand on veut y résider ou quand on fait de l'investissement locatif, il y a un certain nombre de coûts associés qu'il faut bien avoir anticipé au départ également parce que là, pour le coup, la facture peut être beaucoup plus conséquente. Effectivement. Alors déjà, dans le crédit, il y a effectivement cette part d'assurance emprunteur, on en a parlé, mais il y a aussi tous les frais annexes dans ce crédit-là, notamment les frais de garantie, les frais de garantie, les frais de cautionnement. Vous avez également donc la part d'intérêt d'emprunt qui est importante. Alors on a cet avantage aujourd'hui d'avoir des taux qui sont historiquement bas. Depuis quelques années, les taux n'ont fait que chuter. Et il y a tout ce qui est frais donc, de dossier aussi. Donc les frais bancaires, les frais de dossier, les frais de courtage parfois quand on passe par un courtier, qui sont des frais assez importants. Oui, donc il ne faut pas regarder simplement que le taux de son crédit immobilier, Exactement. parce qu'en fait, ça va nous coûter plus cher que le simple taux en question, dès la souscription du prêt. Exactement. Donc vous avez cette partie-là, vous avez cette partie donc de l'emprunt bancaire, vous avez également les frais dits de notaire, donc les émoluments de notaire. Donc il y a une répartition en fait qui est assez différente entre l'immobilier neuf et l'immobilier ancien. Bien sûr. On sait que dans l'immobilier ancien, on a des frais de notaire qui oscillent entre 7 et 8%, qui est assez important, et dans l'immobilier neuf, aux alentours des 2, 3,5%. Et puis ensuite, vous avez effectivement donc, les frais donc d'aménagement, je dirais, sur l'immobilier, donc alors de travaux là aussi. C'est ça, c'est qu'on n'est même pas encore dans la vie de croisière, si je puis dire, finalement, de l'immobilier. Il y a effectivement, faut évidemment penser aux travaux, à l'aménagement, et ça, même si on veut faire du locatif, pour le coup. Même si on veut faire du locatif, ouais. Alors, encore une fois, tout dépend si on achète de l'immobilier ancien ou de l'immobilier neuf. Quand vous achetez de l'immobilier ancien, vous avez aussi des avantages en faisant des travaux, notamment fiscalement parlant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et dans l'immobilier neuf, vous avez l'aménagement, par exemple des équipements type cuisine, etc., qui sont des frais à prendre en compte. Sandrine Genet, Mathieu Mancuso a rappelé effectivement tous les coûts finalement que les investisseurs ou les acquéreurs doivent avoir en tête avant de se lancer. Mais là, on est encore sur tout ce qui se passe avant la vie du bien immobilier, le jour où on en est propriétaire. Est-ce que là, il faut anticiper un certain nombre de coûts auxquels on pense moins, puisqu'on est effectivement, comme le rappelait Mathieu Mancuso, focalisé sur le taux de son crédit ou potentiellement sur les coûts des travaux, que ça, pour le coup, on arrive à anticiper avant. Qu'est-ce qu'il faut anticiper qu'on anticiperait un petit peu moins en matière de coûts? En matière de coûts. Une fois qu'on a acheté le bien. Déjà, peut-être un petit sujet juste sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'au moment où on signe l'acquisition chez le notaire, elle se passe en 2 étapes. On signe un compromis, puis on signe un acte authentique. Au moment du compromis, il faut avoir 5% en général du prix d'achat. En général, on parle de 10, mais dans la réalité, je crois qu'aujourd'hui, tous les notaires travaillent à 5%. Et ça, les gens n'ont pas forcément en tête. D'accord. Donc, ce montant d'apport qu'on doit pouvoir c'est ça c'est la trésorerie personnelle, on ne peut pas aller l'emprunter. Et ça se finance rarement. D'accord. Et il faut l'avoir au moment de la signature du compromis. D'accord. Après, effectivement, en fait, une fois qu'on est propriétaire, on a tous les frais qui viennent avec. Donc, il y a des frais potentiellement de copropriété. Il y a, au niveau des impôts, la taxe. Alors, aujourd'hui, il y a la taxe foncière qui va rester, et puis la taxe d'habitation potentiellement, bien sûr, qui va disparaître. On en parlait en 2023. Qui a déjà disparu d'ailleurs pour un certain nombre d'habitants. Maintenant, effectivement. Oui. En totalité en 2023. En totalité en 2023. Et puis, vous avez effectivement un aspect fiscal aussi qui n'est pas à négliger. Alors, quand on est en immobilier locatif, quand on est en résidence principale, évidemment, on n'a pas ces frais-là. En immobilier résidence principale, on va avoir les frais, par exemple, de ravalement ou tous les frais qui vont être liés à la détention en copropriété. C'est ça, donc ça, c'est les charges de copropriété, ça, c'est les pour charges le coup. Classiques. Mais vous avez aussi des frais quand vous êtes en gestion locative. Vous avez aussi la fiscalité qui est liée aux revenus que vous allez générer. D'accord. Et donc là, il y a des options qui s'ouvrent et qui sont différentes selon que vous soyez en location, ce qu'on appelle en location nue. Donc, c'est-à-dire vous louez un appartement sans meubles classiquement et vous êtes imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Et puis, si vous meublez, comme disait Mathieu tout à l'heure, si vous meublez le bien pour le louer, vous allez être imposé dans la catégorie de la location meublée, sous réserve d'un certain nombre de critères, de rédaction de bail, etc. Et vous allez avoir une imposition dans le régime du bénéfice industriel et commercial. Et donc, c'est 2 traitements fiscaux qui sont différents et qui vont avoir un impact, évidemment, sur votre revenu final, puisqu'il faudra enlever
la fiscalité, qui peut être s'élever avec les prélèvements sociaux à plus de 60 ou 65%. Oui, et le passage d'un régime à l'autre entre LMP et LMNP peut être assez radical pour l'investisseur. Si jamais on pensait faire du non professionnel et qu'on passe en professionnel parce qu'on a dépassé un certain nombre de montants, là, ça peut être radical. Ça peut avoir des impacts. Alors, ça a quand même beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années, ces modifications entre location non professionnelle et professionnelle. Moi, ce que je constate le plus aujourd'hui, en fait, ce sont des gens qui sont propriétaires de biens loués nus et qui sont quand même un peu assommés par la fiscalité qui est liée aux locations nues et qui passent leur logement en location meublée, ce qui leur permet d'avoir soit un abattement plus important quand on est en micro-BIC, donc puisqu'ils peuvent abattre 50%, soit d'amortir le bien et donc d'avoir une fiscalité plus douce. Donc c'est surtout sur cet arbitrage-là qu'on voit les choix aujourd'hui de nos clients s'opérer. Mathieu Mancuso, vous partagez ce constat ? Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de nos investisseurs qui avaient de l'immobilier traditionnel en location nue avec une fiscalité assez importante, parce que les revenus fonciers sont imposés à votre tranche marginale d'imposition, augmenter effectivement de la CSG-CRDS. Et la location meublée, aujourd'hui, on a cette possibilité, donc, quand on est au régime du réel, d'amortir le bien. Et donc d'avoir une fiscalité qui est effectivement bien plus intéressante quand on cherche à faire de l'investissement locatif, qui a un impact très important sur finalement la rentabilité de votre investissement. Bon, donc il faut regarder effectivement l'impact que ça va avoir sur sa fiche d'imposition, le fait d'acheter un bien immobilier. Et ça peut être très positif, mais il faut bien l'encadrer. Sandrine Jeunet nous a parlé des charges de copropriété. Ça aussi, alors quand on est effectivement, quand on visite un bien, notamment un appartement, on demande tout souvent s'il va y avoir un ravalement ou une rénovation des parties communes. On sait combien ça peut nous coûter. On sait si... alors, j'imagine qu'on ne peut pas donner un chiffre exact, mais on peut donner un pourcentage ou peut-être... une estimation, ou est-ce qu'on sait par exemple est-ce qu'on peut s'en soustraire quand on achète sur le long terme de ces charges de copropriété ? Alors, les charges de copropriété sont des charges effectivement obligatoires qu'on va avoir dans une copropriété qui va dépendre finalement de l'état de cette copropriété. Est-ce que quand vous achetez, si on achète dans l'ancien, des travaux ont déjà été réalisés, notamment des travaux qui sont lourds, des travaux de ravalement, on en parlait, des travaux de toiture, des travaux d'ascenseur, c'est des travaux qui coûtent cher pour un investisseur, que ce soit pour de la résidence principale comme pour de l'investissement locatif, ou après, ce sont des travaux, je dirais, d'entretien courant, qui sont peut-être un peu moins lourds. Les travaux lourds, vous avez une idée ils se font tous les combien, tous les 10, 20, 30 ans ? Tous les 10 ans à peu près. Oui, donc si jamais on achète sur une durée d'investissement longue, on sait que de toute manière, on y passera à un moment ou un autre. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est juste qu'il faut l'avoir en tête. Oui, bien sûr, il faut l'avoir en tête, parce que c'est effectivement des charges qui vont avoir un impact assez important dans le portefeuille finalement de l'investisseur. Bien sûr. Et après, il y a des travaux moins lourds, là pour le coup, d'entretien plus courant. D'entretien courant, des rénovations de parties communes par exemple, de la peinture, des changements de tapis. Voilà, ça c'est des charges qui sont un peu moins lourdes, qui sont assez courantes et qui permettent finalement de valoriser aussi le patrimoine et l'immobilier que vous allez avoir. Bien sûr, mais il faut quand même garder en tête qu'on est propriétaire de son appartement, mais on est copropriétaire de l'immeuble. Complètement. Et donc en fait, tout ce qui se passe au sein de l'immeuble nous concerne directement ou indirectement et va concerner notre portefeuille à un moment ou un autre pour Bien le sûr. coup. Ouais. Sandrine Jeunet, il y a un sujet qu'on a moins abordé, c'est les assurances. Est-ce qu'il faut, parce qu'on a parlé de l'assurance emprunteur, très bien, est-ce qu'une fois qu'on passe le pas de la porte, qu'on soit habitant ou investisseur locatif, il y a des assurances à prendre qui vont venir rajouter sur le coût de l'habitation au quotidien qu'on payera tous les mois ou tous les ans ? Il y a toujours des choses à rajouter. Oui, c'est ça, il y a toujours des coûts à rajouter. Oui, alors effectivement, de toute façon, avant d'entrer dans les murs, que vous soyez propriétaire, occupant ou non, il faut que vous soyez assuré. Donc soit une assurance classique IARD contre l'incendie, les dégâts des eaux, etc. Soit une assurance propriétaire non occupant, si vous projetez de louer le bien. Donc ça, c'est la première chose. Après, si vous êtes dans un investissement locatif, vous avez la possibilité de vous assurer contre les risques de loyer impayés. D'accord. Je crois que statistiquement, il y a environ 4 propriétaires sur 10 qui ont eu à un moment donné un conflit ou un problème avec leur locataire, donc de loyer non payé. Et là, ça peut coûter très cher pour le coup, un loyer non payé. On voit que ça peut quand même être assez important. Ce sont des assurances qui coûtent, je crois, entre 2,5 et 5% du loyer. D'accord. Voilà. Mais souvent, quand vous avez un investisseur, il va confier la gestion locative à une agence, donc il va retirer aussi potentiellement jusqu'à 10% de ses loyers pour payer ça. Ce qui fait que finalement, quand vous mettez tout bout à bout, oui, effectivement, il y a beaucoup de frais annexes à prendre en compte. L'avantage qu'on a aussi, alors parce que beaucoup de gens peuvent se dire que c'est un coût assez important finalement, ces frais de gestion, ces frais d'assurance, mais c'est ce qui va permettre d'avoir la sécurité de votre investissement. Et au-delà de ça, c'est une charge qui est déductible fiscalement parlant, c'est important de le dire.
Parce que souvent, l'assurance loyer impayé également L'assurance loyer impayé. L'ensemble des charges que vous allez payer liées à votre investissement est déductible des revenus locatifs que vous allez percevoir. Et donc, ça a un impact finalement où on parle de effectivement environ 10%. Et en réalité, on a une grosse part qui est déductible et qui permet finalement d'alléger un peu la fiscalité des loyers. Merci beaucoup Mathieu Mancuso, fondateur d'Egeo. Merci également Sandrine Genet, présidente de Cara Capital, donc de nous avoir pour le coup détaillé de manière assez précise tous les coûts qu'on peut avoir dans une habitation, que ce soit pour l'habiter ou pour la louer. Merci à vous également de nous avoir suivis. Smart Patrimoine repart pour une semaine. On se retrouve demain à 13h sur Bismart. Et en attendant, n'hésitez pas à retrouver le replay de cette émission, mais aussi le podcast de cette émission sur toutes les plateformes de podcast.